Il faut se faire aider, je crois, de tout ce qu'on a écrit depuis sur la banalité du mal, et les hommes ordinaires, et comment on peut devenir nazi en étant bon père de famille, des choses comme ça. Je vois que l'erreur est de présenter les bourreaux comme des espèces de personnes exceptionnelles. Le bourreau est ordinaire, et Barbie aussi est ordinaire. Sinon, il y a un grand risque de magnifier à l'envers le geste. Donc, banaliser et montrer que le crime vient d'hommes ordinaires. C'est fondamental. On ne peut pas se limiter là. Je crois, une fois qu'on a démonté la manière dont une machine comme le nazisme produit des Barbies, il faut ajouter ensuite que que l'antisémitisme, l'extermination des Juifs est un mal européen. Je crois qu'on ne peut pas s'arrêter ensuite. On ne peut pas s'arrêter. Il y a plusieurs étages, si je puis dire. On ne peut pas s'arrêter à un homme et puis à l'Allemagne et un système. Il faut montrer que c'est dans un environnement qui est européen, auquel la France, auquel la Pologne, si les camps sont en Pologne, c'est pas quand même tout à fait par hasard, pour beaucoup de raisons, et un environnement européen où l'antisémitisme a été un phénomène ordinaire, sous des formes différentes. L'antisémitisme français n'étant pas le même que l'antisémitisme allemand, etc., etc. Mais je crois quand même qu'il y a toutes ces explications à mener pour arriver à une juste compréhension des faits. Deuxième journée du procès de Klaus Barbie. Dans une demi-heure, celui que son avocat Maître Vergès veut que l'on appelle Atman entendra tout d'abord la suite et la fin de l'acte d'accusation qui sera suivi de son premier interrogatoire sur ce que l'on appelle en termes juridiques sa personnalité. François Foucard, tout d'abord, vous nous dites ce que l'on peut attendre de cette deuxième journée devant la cour d'assises du Rhône. Alors, si vous voulez, il y aura donc, comme vous venez de le dire, d'abord la lecture de la suite de l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire le résumé, si l'on peut dire, car c'est très long. Au total, à peu près plus de 3 heures de lecture hier, et probablement 3 heures cet après-midi. C'est le résumé du dossier de l'accusation. On y souligne tous les éléments qui amènent l'accusé devant la cour. Mais je crois qu'il faut tout de suite dire qu'ici, il y a, d'une part, ce qui avait été retenu par la Chambre d'accusation de Lyon, et puis, ce qui a été ajouté après pourvoi des parties civiles, par la Chambre de Paris. Et je crois que c'est un peu toute la frontière entre crimes de guerre, qui sont prescrits, et ce qui est considéré comme crime contre l'humanité. Alors il y a un critère que l'on peut rappeler, arrêter un résistant, c'est un simple fait de guerre. Le torturer, c'est un crime de guerre, mais le déporter dans un camp comme Auschwitz, et a fortiori, s'il est également juif, c'est le crime contre l'humanité. Et puis alors, comme nous le disions à l'instant, je dirais alors et surtout, la Cour commencera tout à l'heure le début de l'interrogatoire de curriculum vitae de Klaus Barbie, depuis l'enfance, la scolarité, etc., jusqu'à son arrivée à Lyon. Alors, cela dit, François, je crois qu'il faut un peu revenir sur la journée d'hier, à l'ouverture de ce procès historique dont on retiendra essentiellement les images de cet homme arrivant dans son box vitré et qui n'a pas eu un regard pour la salle. Oui, vous avez raison, c'est d'abord l'arrivée de Barbie. Il a été, pour tout le monde, très étonnant de voir apparaître une sorte de petit retraité, un peu fragile, au cou maigre, avec de rares cheveux un peu longs. Mais une fois qu'on l'a bien filmé, photographié, puis contemplé, j'allais dire quoi de plus. Et il faudra attendre à partir de cet après-midi l'interrogatoire pour que tout cela commence à être intéressant. Ensuite, ce que nous avons remarqué tous, c'est l'aspect médiatique. Et un confrère qui couvre les procès depuis 30 ans à peu près, et qui a suivi par exemple le procès d'Oradour devant une cour à Bordeaux, je crois, me disait, nous étions 50 à l'époque, ici nous sommes 500. Il y avait hier les fleurs du souvenir sur les marches du palais, mais peu de monde devant le palais, peut-être 100 à 150 personnes, c'est tout. On a remarqué une pancarte tenue par des tziganes, et l'un d'eux me disait, nous sommes depuis 43 ans les grands oubliés de ce drame, mais pour le reste, il est vrai que ce n'est pas la grande foule. Justement, Jacques Expert, vous êtes promené ce matin dans Lyon et vous avez pu constater que ce procès hors du commun ne changeait pratiquement rien à la vie de tous les jours. Écoutez, il y a en face du palais un grand marché en plein air. Et un marché, c'est un peu comme un coiffeur. On y recueille des confidences et on peut y sentir le pouls d'une ville. Et ce matin, ce marché ne frissonnait pas au nom de Barbie ou à l'évocation de ce qu'on appelle le procès de l'histoire. Il y avait du désintérêt, j'ai entendu « c'est pas pour nous, je regarde la télé, c'est bien suffisant ». Je n'ai même pas acheté le journal ce matin. Alors cela, ce sont les apparences, mais Elie Wiesel, qui a vu les premières images de ce procès et en a suivi les premiers comptes rendus des États-Unis où il habite, pense que sous cette apparente d'indifférence de certains se cachent en fait des sentiments beaucoup plus profonds. Depuis hier, Lyon est le centre et le cœur du monde. Depuis hier, Lyon est la mémoire du temps. Aucun événement, nulle part, ne peut se comparer à celui qui, depuis hier,
tiennent en haleine la France tout entière, et l'Amérique aussi. Obscurément, on sent qu'à travers le procès d'un criminel de guerre, on reprend contact avec le mystère qui dominera le siècle. S'agit-il de Klaus Barbie, de lui seulement? Certes, il est jugé et il appartient au tribunal de se prononcer sur son cas. Mais par-delà son affaire, tout un cortège de fantômes silencieux se met en mouvement sur la scène même de l'histoire. Sur l'écran que je regarde ici, pourquoi paraît-il si petit, si faible? Pourquoi semble-t-il si désarmé, si maladroit? Pourquoi son visage ne trahit-il pas ce qu'il recèle? Pourquoi ce jeu de sa part à vouloir nier son identité? Est-ce pour dire que l'assassin assume l'identité de ses chefs? Ou pour signifier qu'en tuant, l'assassin perd sa propre identité à tout jamais? Les paroles graves, lourdes de présage du procureur rattachent l'accusé à ses méfaits. Mais en fait, elles le dépassent. Basées sur le témoignage des victimes, des survivants, elles deviennent à leur tour témoignages. De loin, le monde observe Klaus Barbie. Qu'est devenu l'ennemi irascible des enfants juifs? De quoi ses rêves sont-ils faits? Parlera-t-il un jour? Dira-t-il sa vérité à lui, vérité sanglante, meurtrière? Dira-t-il la métamorphose de cette vérité? Ce procès sera long et inquiétant. Il mettra en question toute une culture, tout un passé, l'un comme l'autre, liés à la mort. Il est 18h30, nous allons commencer l'interrogatoire de personnalité. Alors vous restez assis, Klaus Barbie. Vous restez assis, vous êtes âgé, vous êtes peut-être fatigué. Vous nous avez dit que vous êtes né le 25 octobre 1913 à Bad Godesberg, dans le district de Bonn. Donc nous ne revenons pas là-dessus. Votre mère s'appelait Anna S. et votre père Nikolaus Barbie. Bien. Alors dites-nous ce que faisaient vos parents. Quelle était la profession de vos parents? Mein Vater war Lehrer und meine Mutter war Lehrerin. Mon père était instituteur et ma mère était institutrice. Ils étaient donc instituteurs tous les deux dans un village qui a le nom de Udler, dans l'Eifel. Ja. C'est exact. In der Eifel. Oui, c'est exact, dans l'Eifel. Son père, alors qu'il nous parle de son père. Son père avait été combattant pendant la guerre de 14-18. Ja, mein Vater hat im Ersten Weltkrieg gekämpft und ist schwer verletzt worden. Und an dieser Verletzung ist er 1933 im Oktober verstorben. Oui, traduction. Oui, mon père a effectivement participé comme soldat à la Première Guerre mondiale, où il a été blessé gravement et il est mort de cette blessure en octobre 1933. Monsieur le procureur, pourquoi, lorsque Barbie était encore présent à son propre procès, pourquoi avez-vous demandé qu'il parle de sa jeunesse? Parce qu'il y a une question qui, pour moi, est capitale dans cette affaire-là. Comment des crimes contre l'humanité peuvent être commis par un homme? On parle de crimes contre l'humanité et en face, il y a un homme. Alors, quel est cet homme?
il a fait des études classiques, latin-grec, au lycée de Trèves de 1925 à 1934. Est-ce que c'est exact? Ja, das stimmt. Oui, c'est exact. Et au terme de ces études, il a obtenu un diplôme. Comment s'appelle ce diplôme? Ja, das Abiturdiplom, das Abiturzeugnis. C'est ce qu'on appelle le Abitur. Et qui correspond en France au baccalauréat. En 1933, il avait adhéré aux jeunesses hitlériennes. Est-ce que c'est exact? Ja, das ist exakt. Et dans le cadre donc de ce mouvement, il avait été nommé Feinleinführer, c'est-à-dire chef de patrouille, ce qui lui donnait autorité sur un groupe d'environ 120 enfants ou jeunes gens. Est-ce exact? Ja, ich war Fähnleinführer, ist der Titel. Nicht? Das ist aber keine bezahlte Stellung gewesen, sondern eine freiwillige, es war ein Grad in der Hitlerjugend. Das heißt im Jungvolk, im deutschen Jungvolk, das war eine Unterabteilung der Hitlerjugend. Oui, en effet, mes fonctions exactes étaient celles de Feinleinführer, c'est-à-dire chef de patrouille. Il s'agissait d'un emploi qui n'était pas payé, en fait, c'était à titre gratuit, à titre volontaire. Il s'agissait en fait du Jungvolk, qui était une sous-section des jeunesses hitlériennes, Hitlerjugend. Donc la mort de son père l'ayant privé de moyens financiers, il avait l'intention, du vivant de son père, de faire des études de droit ou une carrière dans la médecine. Il abandonne ses projets à ce moment-là. Est-ce exact? Ja, das stimmt. Meine Mutter hatte nicht genügend Geld, um mir das Jurastudium oder ein Archäologiestudium zu finanzieren. Ich wollte ursprünglich ein Archäologiestudium machen, dann ein Jurastudium, aber für beides reichte wohl das Geld nicht aus und ich wollte meine Mutter nicht belasten. Das stimmt. Oui, c'est exact. Ma mère n'avait pas suffisamment d'argent pour financer mes études de droit ou d'archéologie. En fait, au départ, c'est ce que je voulais faire, ou bien du droit, mais elle n'avait pas les moyens, et donc je n'ai pas voulu l'embêter. C'est dans ces conditions qu'au lieu de poursuivre des études, il rentre dans le service du travail, Arbeitsdienst. Alors, peut-il nous expliquer, d'abord, si c'est exact, il est rentré donc dans ce service à ce moment-là, et peut-il nous expliquer en quoi consistait ce service du travail? Ich habe dann nach dem Abitur bin ich in den Arbeitsdienst. Und zwar habe ich einen 6 Monate Arbeitsdienst abgelegt in der Abteilung 496 in Nibül an der Nordsee in der Nähe von Husum. Ich bin damals war der Arbeitsdienst noch freiwillig. Ich bin nach Husum gegangen, weil ich eben mal Norddeutschland kennenlernen wollte und ein begeisterter Leser von Theodor Storm war, der viele Novellen über die Nordsee und Norddeutschland geschrieben hat. Traduction. Oui, effectivement, après que j'eus passé le Abitur, j'ai fait le Arbeitsdienst, le service de travail. J'y ai passé 6 mois dans la section 496 à Nibül, qui se trouve près de Husum, à la mer du Nord. À l'époque, on faisait ce service, on pouvait se porter comme volontaire, et je suis allée à Husum parce que je voulais connaître l'Allemagne du Nord et parce que j'avais toujours énormément apprécié les nouvelles de Theodor Storm qui en a écrit beaucoup sur cette région. Donc nous avons vu tout à l'heure qu'il était rentré aux jeunesses hitlériennes en 1933 et que donc par l'intermédiaire de ces jeunesses hitlériennes, il est rentré en relation avec la section locale du Parti national-socialiste ouvrier allemand, le NSDAP. Et c'est là qu'il a fait connaissance d'un nommé Monsieur Jacobs. Est-ce qu'il est d'accord?
Ja, das stimmt. Oui, c'est exact. Ce monsieur Jacobs était membre du Sicherheitsdienst, le service de sûreté, c'est-à-dire le service de renseignement du parti nazi. Est-ce qu'il est exact? Er war Mitglied des SD, stimmt. Oui, c'est exact. Il était effectivement membre du SD. Donc il a connaissance de l'activité de ce service par l'intermédiaire de ce monsieur Jacobs. Il est intéressé par cette activité. Les perspectives qui lui sont offertes l'intéressent et il s'engage dans le SD, nous dirons dorénavant SD, n'est-ce pas, pour le Sicherheitsdienst, le service de sécurité ou de sûreté. Il s'engage dans le SD le 26 septembre 1935. Est-ce exact? Exact. Exact. Oui, c'est exact. Et il prête serment le 1er octobre 1935. Est-ce qu'il peut nous dire quel est le genre de serment qu'il a prêté à cette occasion? Ja, das war der SS-Eid, der sich in etwa vom Wehrmachtseid unterscheidet. Nicht? Aber ich habe den Text nicht mehr im Kopf. Es war ein SS-Eid, aufgelegt auf Adolf Hitler. So wie die Wehrmacht vereidigt worden ist, sind wir in der SS vereidigt worden. Nur war der Eidesspruch etwas verschieden, aber ich habe das nicht mehr im Kopf. Traduction? Il s'agissait d'un serment spécial pour les SS. Ce serment était différent de celui qui existait pour la Wehrmacht. Nous faisions référence dans ce serment à Adolf Hitler et comme je l'ai déjà dit, nous devions prêter un serment au SS comme pour la Wehrmacht. Malheureusement, je ne peux pas me souvenir du texte exact du serment. À ce moment-là, il a le grade de SS-Man, c'est-à-dire le grade du début. Exact. Il va faire une période de formation de 2 ans dans une école près de Berlin, à Brno. Ja, stimmt. Ich habe gearbeitet innerhalb des SD und während der Arbeit ich war nicht allein, es waren ja mehrere Bewerber, sind wir in Brno ausgebildet worden. Im Rahmen des Sicherheitsdienstes. Oui, traduction? Oui, en fait, c'est vrai. J'y ai travaillé et il y avait plusieurs candidats, je n'étais pas le seul, pour l'école de Birnau. Et donc, je suis allé à cette école et j'étais membre du SD. Et au terme de ces 2 années de préparation, il est muté au SD, donc au service de sûreté du parti nazi de Düsseldorf. Ja, da bin ich zum SD-Oberabschnitt, heißt das genau, SD-Oberabschnitt Düsseldorf versetzt worden, um die Praxis kennenzulernen. Und der Leiter, Chef des SD-Oberabschnitts war damals Dr. Helmut Knochen, der später in Paris Leiter, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD war. Oui, en fait, j'ai été mutée à Düsseldorf dans ce qu'on appelait le Sicherheitsdienst Oberabschnitt, c'est-à-dire une sorte de sursection du service de sûreté afin d'apprendre le travail pratique. Le chef de ce service, de cet Oberabschnitt, était à l'époque Helmut Knochen, qui par la suite a été nommé responsable à Paris du SD. Donc cet Helmut Knochen, il fait sa connaissance à Düsseldorf et effectivement, nous savons que nous reverrons son nom dans la procédure puisque à l'époque où vous serez à Lyon, il sera lui chef du SD pour toute la France. C'est ce qu'il vient d'expliquer. Hein? On est d'accord. Ich habe ihn auch selbst zweimal gesprochen in Paris. Et c'est durant votre séjour à l'école de Brno que vous avez adhéré au parti nazi le 1er mai 1937 alors que vous aviez 23 ans. Est-ce exact? Ja, das stimmt, das ging aber automatisch. Oui, c'est vrai, mais en fait, c'était automatique. C'était automatique. Bon. En 1938, à l'automne, il est
il va faire son service militaire. Il est incorporé dans le 39e régiment d'infanterie Ludendorff en qualité de simple soldat et au bout de quelques mois, il arrive au grade d'aspirant. Als Offiziersanwärter. Ja, das stimmt. Ich habe 3 Monate Militärdienst gemacht. Das hing mit einem Gesetz zusammen, dass die Jahrgänge bis Ende 1913 3 Monate Militärdienst ableisten mussten, aber in jedem Jahre. Und ab 1914, die mussten 2 Jahre Militärdienst auf einen Schlag ableisten. Während die Jahrgänge bis 1913 jedes Jahr 3 Monate dienen mussten. Das hing mit dem Beruf zusammen. Das sollte keine große Unterbrechung des Berufs sein. Es war kein Vorzug, weil ich im SD war, wie Herr Ries mir das glaubhaft machen wollte. Traduction. Oui, en fait, j'ai effectué un service militaire de 3 mois. Cela était régi par une loi qui prévoyait que les personnes nées avant 1913 et année 1913 comprise, devaient effectuer un service de 3 mois. Pour ce qui est des personnes nées après 1914, le service militaire était de 2 ans, alors qu'avant 1914, le service était de 3 mois chaque année. Cela dépendait en fait de la profession. Il ne fallait pas que l'on interrompe son travail trop longtemps. Il n'y avait pas donc de conscription en fait. Et ça n'est pas comme M. Ries l'a dit lors de l'instruction. C'était le 39e régiment d'infanterie Ludendorff. Le 20 avril 1940, il est promu SS Untersturmführer, c'est-à-dire sous-lieutenant, et il se marie le 25 avril 1940 à Düsseldorf. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich bin Untersturmführer geworden, natürlich nach vorheriger Ablegung der entsprechenden Prüfungen. Oui, en fait, c'est vrai, mais je suis devenu sous-lieutenant, bien évidemment, après que l'on eut procédé aux examens nécessaires. Pardon, quand? Je suis devenu sous-lieutenant quand? Je n'ai pas saisi. Après que l'on eut procédé aux examens. Ah. De quels examens s'agit-il? Zum Untersturmführer und Hilfsreferenten. Il s'agissait d'examens pour devenir Untersturmführer, donc sous-lieutenant, et Hilfsreferent. Donc ce sont des examens médicaux ou des examens de vérification de connaissances générales ou bien de pureté de la race? Enfin, y a-t-il quel genre d'examen? Il s'agissait en fait d'examens internes au service de sûreté. Ah oui, donc c'est de fidélité, alors peut-être quelque chose? Examen de connaissance. Un examen de connaissance. Donc il se marie le 25 avril 1940. Exact. Et vous aurez une fille, Uta Regina, qui naîtra le 30 juin 41 à Trèves. Oui. Et à l'époque, vos chefs déjà vous notent, ils disent de vous que dans votre dossier, cela apparaît que vous êtes considéré comme un des meilleurs agents de votre division du SD, c'est-à-dire du service de sûreté du parti nazi. Das hatte mit der Partei nichts zu tun. Ich habe meine Akten ja nie zu Gesicht bekommen. Die Akten wurden geheim gehalten. Das kann ich nicht sagen, ob ich so ein glänzender Referent oder Hilfsreferent war in meiner Arbeit, denn die Personalakten bekamen wir nicht zu Gesicht. En fait, ça n'a rien à voir avec le parti parce que personnellement, moi, je n'ai jamais vu mon dossier. Les dossiers étaient secrets, donc je ne peux pas vous dire si j'étais très bien noté dans mon travail ou non.
son dossier SS a été versé au dossier et on peut y lire que, d'après ses chefs, ses performances sont excellentes dans le service, que son comportement en tant que SS est irréprochable tant dans le service qu'en dehors. Et sa notation dit également que son opinion relative à la conception du monde d'Asie est considérée comme affirmée. Alors sur cette dernière appréciation, donc d'après ses chefs, son opinion relative à la conception du monde nazi est considérée comme affirmée. Que peut-il nous dire sur cette appréciation que portaient à l'époque ses chefs? Ich habe das Urteil über mich eigentlich erst hier bei den Instruktionen zu Gesicht bekommen. Das stimmt. Weit mehr über mein personelles, über meine Beurteilung von meinen Vorgesetzten habe ich hier während der Instruktion eigentlich erst zu Gesicht bekommen. Weit mehr, als ich in Deutschland sehen konnte. En fait, c'est pendant l'instruction que j'ai vu pour la première fois quelle était l'évaluation que mes supérieurs hiérarchiques avaient portée sur moi. Je le répète, c'est ici que j'ai vu pour la première fois ce dossier que je n'avais pas vu en Allemagne. Mais est-ce qu'il critique l'opinion des chefs de ces chefs qui ont été émises à l'époque, ou bien il peut confirmer qu'effectivement, à cet âge-là, en 1940 ou 41, est-ce qu'il peut nous dire si oui ou non ces chefs se sont trompés quand ils ont porté cette appréciation? Das ist eine Fangfrage. Sicherlich haben sich meine Vorgesetzten nicht getäuscht. Denn sie haben mich ja geprüft, gekannt. Und sicherlich haben sie sich damals nicht getäuscht. Il est évident que mes supérieurs ne se sont pas trompés, ils me connaissaient, ils m'avaient fait passer des examens et je pense donc qu'ils ne se sont pas trompés. Alors est-ce qu'il peut nous expliquer quelles étaient ses conceptions du monde nazi auxquelles, semble-t-il, il adhérait particulièrement, puisqu'il nous dit que ses chefs ne se sont pas trompés? Ja, Sie wollen fragen sehen, ob von mir einen Vortrag über den Nationalsozialismus, ob von mir einen Vortrag über den Nationalsozialismus hören will, das kann ich nicht in zwei Worten beantworten. Si vous pouviez le dire dans le micro vous-même, Maître Nordman, je crois que ce serait parfait. J'indique simplement que nous entendons assez mal. Et il serait préférable que l'accusé veuille bien parler devant son micro, comme je le fais moi-même, et que Madame l'interprète ait l'extrême amabilité de parler lentement et également devant son micro. Et plus fort. Bon, alors, la sono, alors, attention. Alors, j'avais posé ma question à l'accusé, est-ce que l'accusé peut y répondre? Können Sie ihm das sagen? Ich kann das nicht in 2 Worten erklären, was der Nationalsozialismus ist oder war. Oui, alors, mademoiselle. Je ne peux pas vous expliquer en 2 mots ce qu'était le national-socialisme. Bien. Alors, il est bientôt 19h, l'accusé est fatigué, l'audience est suspendue, elle sera reprise demain à 13h30. La question du temps est tout à fait décisive, elle est la conséquence directe de l'imprescriptibilité, qui place d'une certaine manière le débat judiciaire, non pas dans un temps immédiatement contemporain, mais dans un temps qui, 40 ans après, vient effectivement d'une certaine manière brouiller les références des acteurs qui jugent dans le moment présent et pour lequel le monde dans lequel ils travaillent n'est plus celui qui fait l'objet du procès. Alors c'est important parce que d'un point de vue strictement judiciaire, le risque d'erreur
n'est pas négligeable. Le risque de dépérissement des preuves aussi menace l'équilibre du débat judiciaire. Il y a eu en particulier le procès d'un des bourreaux d'un camp, le procès d'Eymaniuk en Israël, où on a dû en quelque sorte renoncer à mener ce procès à terme parce qu'il y avait un risque d'erreur sur la personne. Donc on voit bien que le risque d'erreur n'est pas négligeable du point de vue judiciaire, mais en même temps, je crois qu'il marque bien la dimension de l'absolu moral qui caractérise le crime contre l'humanité, qui doit l'emporter sur le risque d'erreur judiciaire ou le risque d'anachronisme qui est très souvent dénoncé. On a dit, est-ce que finalement ce ne serait pas comme juger l'affaire Dreyfus à la Libération? On voit bien à quel point ça peut paraître tout à fait discutable, sans compter le risque de relativisme absolu qui peut être également dangereux. Ce type de procès montre aussi, je crois, l'évolution de nos sensibilités à certains types de criminalité. Dans l'après-guerre, ce qui comptait, c'était sortir du climat de la guerre, en finir avec l'Allemagne nazie et l'idéologie nazie qu'elle a représentée, magnifier l'héroïsme de la résistance. Donc on avait toute une conception de la justice, du pardon. Je renvoie au grand débat entre Mauriac et Camus dans l'après-guerre sur justice et pardon. L'un étant partisan du pardon, Mauriac, l'autre partisan de la justice comme Camus. Mais aujourd'hui, on a davantage une criminalité avec l'évolution que j'évoquais tout à l'heure de la mémoire des victimes juives, centrée sur le crime contre l'humanité et la souffrance des victimes et des survivants dans ce type d'affaires. Et de fait, nous sommes placés devant la nécessité politique, la loi l'impose aux juges, et la nécessité mémorielle de l'autre côté de tenir ce type de procès et de surmonter les obstacles que l'on peut aisément surmonter. Deuxième journée d'audience au procès Barbie. L'ancien chef de la Gestapo de Lyon ne sourit plus. Aujourd'hui, on a lu au tribunal l'acte d'accusation. Barbie, je vous le rappelle, est accusé de crime contre l'humanité. Compte rendu d'audience, François Foucard. La Cour a entendu à nouveau la lecture fastidieuse de l'arrêt de renvoi pour crime contre l'humanité, c'est-à-dire le détail de l'accusation. On dira que voilà bien du juridisme, mais indispensable, parce que dans le droit, c'est la forme qui est garante du fond. Mais Maître Vergès n'allait pas laisser échapper une belle occasion, et il a longuement soulevé le point suivant. L'action publique, dit-il, est éteinte par l'autorité de la chose jugée. Pourquoi? Parce qu'en novembre 1954, Barbie a été condamné à mort par le tribunal permanent des forces armées pour des faits évoqués de façon globale, et généralement, quels qu'en soient les motifs, semblables à ceux qui lui sont reprochés aujourd'hui. Aujourd'hui, sans doute, fait-on le détail différemment, il y a des chefs d'accusation distincts, mais d'une part, on ne peut revenir sur la chose jugée en 1954, de l'autre, si tout se recoupe, c'est la théorie du cumul idéal d'infraction. Et il donne un exemple. Monsieur Bousquet, secrétaire général à la police sous Vichy, ne peut plus être poursuivi parce qu'il est déjà passé devant une cour et a été relaxé. Et l'on a écarté son sous-ordre, le guet. Ici, vous poursuivez un simple exécutant déjà condamné. Réponse, semble-t-il, tout est dans les qualifications nouvelles pour crime contre l'humanité, et si des faits relatifs à la condamnation de 1954 sont évoqués, ils seront écartés des débats. On a demandé ce qu'il en pensait à Barbie, qui a répondu « On se croirait à Nuremberg. Moi, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. On me reproche absolument tout. J'aurais dû être, non pas lieutenant, mais gouverneur militaire de Lyon. » Au palais de justice de Lyon, François Foucard, France Inter. Madame Alon Brenner qui a perdu ses enfants et son mari, ça n'intéresse pas les médias en général. Ce qui intéresse les médias, c'est l'assassin. Madame Alon Brunner, qui était la seule à être partie en Bolivie pour expliquer quels étaient les crimes que Barbie a commis contre l'humanité. C'était seulement cette mère juive qui avait le courage, parce qu'ils avaient perdu les enfants. Ça m'a resté des 5 gosses, hein. Ça m'a resté ma fille, mon fils. Mon mari fusillé, des enfants déportés. Tous par Klaus Barbie. Il était toute la journée chez moi à Villerbad. Pierre Lottière. Il m'a pris mon mari et mon fils, je pas laissé. Je lâchais mon fils. J'ai pleuré, j'ai lâché, mais avec son revolver, avec sa manche, je m'ai battu.
quand Serge vous a contacté en 1971, et il m'a contacté moi, enfin sur le bottin, il m'a demandé si Nina et Claudine, ça me disait quelque chose. Je dis bien sûr. Il vous a consulté téléphoniquement en 71. Voilà, c'est là qu'il m'a expliqué l'action. Il m'a dit voilà, Barbie, il est en Bolivie, on peut rouvrir le dossier. Alors, moi, elle avait 68 ans à l'époque. Je lui ai dit, si tu veux, qu'est-ce que t'en penses? Elle me dit, moi, je pars tout de suite. Si c'est pour trouver les assassins de mon mari et mes enfants, il n'y a pas de doute. Et ils sont partis, ils sont restés un mois. Ils sont manifestés en Bolivie avec Béate, en disant que cet homme qui est ici, librement et tout, c'était un assassin en France. En 72, la chance a voulu que j'ai pu mettre la main sur Barbie, journalistiquement parlant, après 4 ou 5 jours d'enquête, et que j'ai réalisé une interview de 25 minutes. Et quand on m'a demandé d'aller voir si M. Altman était M. Barbie, mon souci était un souci journalistique, car je ne suis pas chasseur de nazis, car je n'ai aucune vengeance à assouvir, je n'ai qu'une curiosité journalistique. Ce n'est pas vous qui avez découvert Barbie. Non. Et en fait, c'est même pas les Klarsfeld, si vous permettez. Je ne veux pas leur enlever toute la gloire et tout le mérite qu'ils ont. C'est grâce à eux que Barbie est aujourd'hui en prison en France. Mais Barbie a été découvert en Amérique du Sud par les services secrets français dès 1966 ou 1967. Et des diplomates savaient que Barbie était là. Et en 1967, l'une de leurs préoccupations essentielles, c'était d'essayer de faire revenir Régis Debray, qui était en prison en Bolivie, et n'était pas en mesure de demander aux Boliviens à la fois Régis Debray et Klaus Barbie. C'est une histoire absolument farfelue, cette affaire. Parce que j'ai été libéré, je crois, le 29 décembre 1970. Oui. Et Barbie a été identifié, si je ne me trompe, à la fin 71. Ce qui vous révolte surtout, c'est l'idée que vous auriez pu servir de frein à une action contre Barbie. La question ne s'est jamais posée. La question, c'est vrai que je l'ai découverte là, maintenant, dans la presse. Croyez-moi, si elle s'était posée, je l'aurais su. En prison? Oui, et après. Et puis des proches à moi l'auraient su. Au bout de quelques jours, j'ai obtenu des Boliviens qu'ils m'amènent Barbie. Si vous voulez, au début, on nous a dit, on va vous bander les yeux, on va vous emmener là où il se trouve, vous ne devez pas savoir où c'est, et vous l'interviewerez pendant 3 minutes, mais uniquement, n'est-ce pas, pour bien laisser ce monsieur Altman dire qu'il est monsieur Altman et que c'est une méprise. Ich bin nicht Barbie, wie ich schon gesagt habe, ich bin Klaus Altman. Und die Staatsanwalt München wird sicher Gelegenheit haben, den bolivianischen Behörden diese Unterlagen zugehen zu lassen, das zu überprüfen. Les Boliviens acceptaient que je parle en espagnol. Moi, j'ai dit aux Boliviens, on va le faire en allemand. Die Kinder von Barbie und seiner Frau haben genau dieselbe Vorname und dieselbe Eltern. Das kann sein. Es gibt viele dieser Zufälle, die ich selbst auch kenne. Au bout de quelque temps, j'ai dit en français, mais n'êtes-vous jamais allé à Lyon? Alors, allez dire cette phrase à quelqu'un qui ne comprend pas le français ou qui prétend pas le comprendre. À ce moment-là, il m'a dit, à Lyon, pour ces dons, j'ai jamais mis les pieds. Et à partir de cet instant-là, j'ai pu faire avec lui ce que je voulais. Können Sie etwas sagen in Französisch? Nur 2 Wörter. Was soll ich Ihnen in Französisch sagen? Je n'étais pas à la Gestapo. Si, je n'étais pas à la Gestapo. Et c'est là qu'il m'a dit, je ne suis pas un assassin, je n'ai jamais torturé, avec cette voix, vous savez, très gutturale, très germanique. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas Mercredi 13 mai 1987, 3e audience. Le début 1983, il sera expulsé par les autorités boliviennes. Le 5 février de cette année 83, il débarque à Cayenne dans un avion Herculès. Et là, il est arrêté par les gendarmes français sur l'aéroport, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt qui date du 3 novembre 1982 du juge d'instruction Riss de Lyon.
Et c'est à la suite de cette arrestation qu'il a été transféré à Lyon, que s'est déroulée son instruction, et qu'il comparaît aujourd'hui devant cette cour d'assises. Est-ce qu'il est d'accord sur ces événements? Nein, ich bin damit nicht einverstanden. Diese Ausweisung ist rechtsungültig. Und über diese Ausweisung ist ein Verstoß gegen die Konstitution des bolivianischen Staates und eine schwere Verletzung aller nationalen und internationalen Rechte. Deswegen fühle ich mich hier als Geisel und nicht als Häftling. Die Ausweisung, darüber läuft ein Prozess beim obersten Gericht in Sucre zurzeit. Und die Ausweisung wurde zwangsweise durch eine Milizgruppe durchgeführt. Der Chef, ich wurde am 4. Februar gegen Abend von einem Herrn festgenommen, der jetzt hier als Zeuge auftreten will. Attendez, on poursuivra ensuite. Traduction, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas d'accord. Cette extradition n'est pas valable sur le plan juridique. Il s'agit d'une infraction, d'une violation de la Constitution bolivienne, du droit bolivien, du droit national et international. Je me considère ici comme un otage et non pas comme un détenu. À l'heure actuelle, un procès est en cours pour cette question de l'extradition à la Cour suprême de Sucre. Cette extradition a été une extradition forcée menée par un groupe, par une milice, et j'ai été emmenée le 4 février dans la soirée par un homme qui veut se présenter à ce procès comme témoin. Ich werde jetzt eine Erklärung abgeben. Herr Präsident, ich erlaube mir, Herr Generalstaatsanwalt, meine Damen und Herren Geschworenen, eine Erklärung abzugeben. Monsieur le Président, l'accusé demande s'il peut faire une déclaration à vous-même, au procureur, ainsi qu'à mesdames et messieurs les jurés. Si sa déclaration, il va la lire, sa déclaration, ou bien il l'a fait de mémoire? Lesen. Lesen. Ich habe sie mir kurze Notizen dazu. Ich werde sie lesen. L'accusé veut lire sa déclaration. Est-ce qu'elle est longue, cette déclaration? Nein, ist nicht lang. Bien, alors allez-y, soyez bref. Ich werde sie in Abschnitten lesen, damit Sie den Richtern und Geschworenen des Gerichtshofes von Lyon teile ich mit, dass ich illegal hier bin als Opfer einer Entführung. Mit der sich zurzeit das oberste Gericht in Bolivien befasst. Je voudrais dire à messieurs les juges, ainsi qu'à mesdames et messieurs les jurés du tribunal de Lyon, que je suis détenu ici de façon illégale, que j'ai été victime d'un enlèvement et qu'il s'agit d'une affaire
qui est actuellement examiné par la Cour suprême bolivienne. Trotz des Respekts, den ich für Sie, Herr Präsident, meine Damen und Herren der Jury, Herr Generalstaatsanwalt habe, möchte ich nochmal erklären, dass ich bolivianischer Staatsangehöriger bin und dass ich hier physisch vor Ihnen stehe, verdanke ich nur dieser illegalen Ausweisung. Aus diesem Grunde habe ich vor, nicht mehr vor diesem Gericht hier zu erscheinen. Und ich bitte Sie, Herr Präsident, mich in die Haftanstalt St. Joseph zurückbringen zu lassen. Traduction. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, Monsieur le procureur, je voudrais vous dire que je suis citoyen bolivien et que si je me trouve aujourd'hui ici présent, c'est parce que j'ai été expulsé illégalement. Je n'ai donc plus l'intention de paraître devant ce tribunal et, Monsieur le Président, je vous demanderai de bien vouloir me faire reconduire à la prison Saint-Joseph. Monsieur le Président, s'il vous plaît, si vous me permettez. Attendez. S'il vous plaît, j'ai demandé la parole, Monsieur le Président. Non, attendez, mais j'avais donné la parole à l'accusé, laissez-le terminer. Si votre déclaration n'est pas terminée, continuez. Vous aurez la parole, chacun à votre tour, n'ayez crainte. Letzter Satz. Ich überlasse es meinem Anwalt, trotz dieses Klimas der Rache und der moralischen Lynchkampagnen durch viele französische Medien, überlasse ich meinem Anwalt die Verteidigung für die Ehre der Justiz zu kämpfen. Ich danke Ihnen. Oui. Je m'en remets à mon avocat. Malgré le climat de vengeance et la campagne de lynchage qui a été menée par de nombreux médias français, c'est donc à mon avocat que je confie le soin de me défendre et de combattre pour l'honneur de la justice. Est-ce que sa déclaration est terminée? Damit ist meine Erklärung verlesen. J'ai fini de lire ma déclaration. Si je comprends bien, il refuse dorénavant de comparaître devant la cour d'assises au cours des audiences qui doivent suivre celles de maintenant. C'est exact. Bien. Quelqu'un avait demandé la parole. Monsieur le Président, Alain Lévy, je m'étonne que dans le cadre de cet interrogatoire d'identité, la Cour puisse laisser lire un texte à Klaus Barbie dont il n'est manifestement pas d'ailleurs l'auteur, puisque c'est son conseil qui lui a remis. Attendez, Maître Vergès, vous m'avez dit avant-hier que vous ne prendriez pas la parole sans mon autorisation. Et les caméras font foi et l'enregistrement aussi, ainsi que toute l'assistance. Je n'ai pas saisi la fin de votre intervention. Oui, je m'étonne, Monsieur le Président, que dans le cadre d'un interrogatoire d'identité, l'accusé puisse lire un texte qui au surplus n'est pas de lui, contrairement à ce qu'il a affirmé, puisque c'est son conseil qui lui a remis et que c'est le texte remis par son conseil à l'instant qui vient d'être lu.
Maître Liebman. Non, je demande le silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, certains ont pu s'étonner hier de la question que j'ai posée au moment de l'interrogatoire d'identité à Klaus Barbie. Je lui ai demandé à quel moment il a menti. Était-ce lorsqu'il disait hier qu'il était Klaus Altmann de nationalité bolivienne, ou lorsqu'il déclarait en février 1983, en présence de son conseil, « Je suis Klaus Barbie de nationalité allemande ». À cette question, je rappelle à la Cour et au jury que Klaus Barbie, hier, a dit « Je ne répondrai pas à cette question ». Klaus Barbie se moque de la justice. Aujourd'hui, en se défilant, comme il l'a fait pendant des années, et en s'étonnant que son jugement n'intervienne que 45 ans après. Maître Jakubowicz. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, l'accusé autant que sa défense ont déclaré urbi et orbi, si j'ose employer ce terme, qu'ils souhaitaient conjointement toute la clarté, la lumière et la justice. Je ne peux aujourd'hui, au nom de la communauté juive que je représente, que constater que l'accusé et, semble-t-il, sa défense ont une conception relativement sélective de la clarté des débats. Monsieur le procureur général, peut-être voulez-vous intervenir? Il y a plusieurs façons d'interroger. Il y en a une qui avait cours dans cette ville il y a plus de 40 ans, et celui qui était soumis à l'interrogatoire n'avait aucune possibilité de s'y soustraire. Il ne pouvait pas dire tranquillement « À partir de maintenant, je rentre dans ma cellule, et puis j'y resterai tranquillement, faites ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. » Pour l'honneur de la justice française, on a donné à Barbie la possibilité de s'expliquer. On lui a donné la possibilité de contester tout ce qui serait dit. On lui a donné la possibilité d'interroger des témoins. On lui donne la possibilité de s'exprimer longuement, complètement, sans aucune réserve, devant des jurés qui n'avaient absolument pas, au moment où les faits se sont produits, atteint l'âge de vivre vraiment la période de l'occupation et qui, pour beaucoup d'entre eux, n'étaient même pas nés. Il avait cette possibilité. Mais maintenant, comme toujours, c'est Herr Nein, Monsieur Non, non à tout. Je disais le premier jour que le nom de Barbie était un nom dur à porter. En France, ce mot est très près de barbare, c'est le barbare Barbie. Mais il y a non seulement son nom qui est dur à porter, mais ce qu'il a fait. Il n'accepte pas de voir en face ce qu'il a fait. Mais il en a le droit. Il a aussi le droit de se défiler. Il a aussi le droit de n'être pas là. La procédure est prévue, tout lui sera notifié. Il s'interdit par là même de poser des questions à ceux qui viendront déposer calmement, humblement sur ce qui fut leur martyre. Finalement, c'est lui qui, une fois de plus, se dérobe. C'est lui qui est un nazi triomphant quand il a quelqu'un à sa disposition en face de lui, quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Aujourd'hui, il est un Barbie et un nazi honteux qui n'ose même pas actuellement se pencher sur son passé et dire ce qui s'est passé. Non, je vous en prie, si vous intervenez, je vous fais expulser de la salle. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archive INA, extrait du film Hôtel Terminus de Marcel Ophuls, mixage Marie-Dominique Bougaud et Anne Le Guéhennec, réalisation Pierrette Perronneau.
France Culture prend tout le temps de la réflexion. Au gré de vos goûts et vos envies, soyez au cœur des grands débats contemporains enregistrés pour vous tout au fil de l'été. L'Académie universelle de culture pour la notion de partage, les rencontres d'Averroès autour du colonialisme, les 19e rencontres de Pétrarque cette année sur la notion de frontière, le Salon du livre de Tanger qui s'interroge sur la liberté de création au regard de l'histoire, enfin pour clore cette grande vague d'été, le pouvoir au XXIe siècle et les nouveaux penseurs de l'islam. Grand débat contemporain, du lundi au vendredi à 20h30. Tout savoir, franceculture.com. Rencontre d'exception cet été sur France Culture pour une histoire au long cours. Elle nous concerne tous, l'histoire de la biologie. Chaque dimanche, rencontre entre François Jacob et Pierre Sonigo. Nouveaux enjeux, nouveaux espoirs, nouvelles frontières conceptuelles. France Culture réunit ces deux grands noms pour à la fois témoigner de progrès considérables et interroger l'avenir de ces sciences qui d'ores et déjà ont bouleversé l'image que l'homme se fait du vivant et de lui-même. Transmission, une histoire de la biologie, rencontre entre François Jacob et Pierre Sonigo, chaque dimanche du 1er au 29 août à 12h45. Un traité culinaire et savant. Chaque jour, Hervé Tiss, physico-chimiste à l'INRA, dans le laboratoire de chimie du Collège de France, dialogue avec un grand cuisinier à l'heure du déjeuner. Bonjour à toutes et à tous, nous voici mardi, nous rencontrons Philippe Conticini. Bonjour Philippe. Bonjour Hervé. Alors Philippe Conticini a été chef à Paris, à la table d'Anvers, il a été chef de cuisine de Pétrosian, avenue de la Tomaubourg. Oui. Et ensuite, en ce moment il est conseil de société Marc à Londres, Pelletier à Tokyo, et il se prépare l'ouverture d'une